Bonsoir et bienvenue. Et oui, nous revoilà. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes. Un club, comme toujours, fort bien fréquenté, puisque vous y retrouverez ce soir quelques habitués, journalistes, essayistes, dessinatrices, qui vont analyser l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, le second tour des élections municipales, c'est dimanche. Dernières heures de campagne un peu partout en France, avec beaucoup de scrutins incertains. Si je vais voter, bien sûr je vais voter. Pourquoi? C'est obligé d'aller voter. De toute façon, une élection municipale nous touche au quotidien. Pour moi, c'est l'élection la plus importante, parce que c'est le personnage qu'on peut vraiment côtoyer tous les jours. Alors après un premier tour marqué par une forte abstention, y aura-t-il un regain de participation au second? Et puis à droite, à gauche, au centre, qui joue le plus gros dans la perspective de 2027? On en débattra. Puis nous montrons sur les planches avec un artiste aux multiples talents, comédien, mime, metteur en scène, Joël Chalude incarne dans son dernier spectacle Les Petites Cases le parcours du combattant d'un ouvrier sourd confronté à l'absurdité de la bureaucratie, un récit kafkaïen qui nous plonge dans la vie quotidienne des malentendants, ce monde du silence qui est aussi le sien. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'iconoclaste, il faut bien le dire, David Castello-Lopez. Salut David. Salut Renaud. De quoi vous nous parlez ce soir? Des franchises, vous voyez, genre McDonald's, Brioche Dorée, tout ça. Parlons-nous franchement, vous avez raison David. À tout à l'heure, voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ça va Marjorie? Très bien. Bienvenue. Et Frédéric Seiss, bien sûr. Bonsoir Renaud. Ça va, tout va bien? Tout va bien, merci. Bienvenue les amis, voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir. Bonsoir Nesrine Slaoui, ravi de vous retrouver. Vous êtes écrivaine, journaliste et vous publiez très prochainement, le 3 avril, aux éditions Halt, un nouvel essai, Masculinisme, pourquoi un tel succès? Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Géraldine Wessner. Bonsoir Géraldine, Bonsoir. bienvenue. Rédactrice en chef au Point, bien sûr. Et puis Antoine Bueno. Salut Antoine. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous Antoine, essayiste. Et je rappelle que vous êtes aussi conseiller technique, développement durable et prospective au Sénat. Et au pupitre, qui est au pupitre? Mais c'est Coco qui est là. Ça va Coco? Ça va. Ça me fait toujours plaisir. Moi Je fais comme si, comme si je ne savais pas que vous étiez derrière, mais en fait je vous doutais. Bienvenue Vous savez Coco. très bien même. Ravi de vous retrouver, dessinatrice bien sûr Coco, à Charlie et Libération. Je rappelle aussi que votre BD à succès Dessiner encore est adapté pour la première fois au Théâtre Le Pic à Paris et c'est prolongé jusqu'au 3 mai. Tout de suite, Frédéric, la première actualité de la semaine, eh bien, c'est un classement qui nous confirme qu'au nord, c'était pas que les corons, c'est aussi le bonheur. Oui, au nord de l'Europe spécifiquement, Renaud, les Finlandais sont le peuple le plus heureux pour la 9e année consécutive, selon un rapport publié par l'ONU aujourd'hui, à l'occasion de la très officielle Journée internationale du bonheur. Alors pourquoi la Finlande? Il est fait très froid, les nuits sont très longues, sans oublier le voisinage de la Russie, quand même 1300 km de frontières, a priori pas de quoi sauter au plafond. Et pourtant, écoutez ces Finlandais, ce pays a bien d'autres atouts. Mun mielestä Suomi on maailman onnellisin maa sen takia, että meillä on laadukas koulutus ja meillä on hyvät lähtökohdat niin kuin rakentaa erilaista tulevaisuutta. Täällä on paljon mahdollisuuksia. Finnish society works. Secondly, it's safe and we can trust each other. The world which is very, it's very loud, it's very bright, it's very dry. So maybe Finland, which is it's very quiet, it's very wet and it's very dark. So isn't that luxury? Voilà, chacun sa définition du luxe, on est d'accord. La France, elle, est 35e à ce classement, donc sur environ 200 pays. En fait, toute la première partie, les premières dizaines sont trustées par les pays européens principalement. Antoine Bueno, Oui. En Europe, on ne se rend pas compte finalement de notre bonheur. Ah ça c'est vrai, ça a à peu près rien à voir avec cette histoire de classement, mais on n'a pas le recul nous européens et la fierté de se dire qu'on vit dans une bulle, à la fois une bulle temporelle. Je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité quelque chose d'aussi formidable que ce que nous vivons au quotidien, même si nous adorons nous plaindre, et aussi une bulle géographique, c'est-à-dire que du point de vue par exemple simplement de la sécurité ou même du confort matériel par rapport au reste du monde, les Européens sont extrêmement bien lotis. Alors forcément ça doit transparaître dans le classement. Alors cela dit, Géraldine Wessner, quand on regarde les critères qui servent à établir ce classement, c'est vrai que le bonheur, c'est quand même une idée philosophique assez complexe. Il y a l'espérance de vie en bonne santé, il y a évidemment les revenus économiques, il y a la liberté de faire des choix, mais en Finlande, on sait que le taux de suicide, par exemple,
est assez élevé. Est-ce que ça ne remet pas en cause les critères qui sont utilisés, qui peuvent être quand même assez contestables ? Ce n'est pas tout à fait ces critères-là qu'on utilise dans ce classement mondial. C'est une question, une seule, qu'on pose dans tous les pays où est réalisée l'enquête. C'est où est-ce que vous vous situez sur une échelle de 0 à 10. Et alors, il y a des chercheurs britanniques qui sont un peu vicieux à propos de ça. Ils ont fait une autre enquête pour demander aux gens, d'après vous, cette question, où vous placez-vous sur une échelle de 0 à 10, elle mesure quoi ? Ça mesure la richesse ou la réussite sociale, ce qui est très très éloigné du bonheur. Et en fait, des études un petit peu sérieuses sur le bonheur qui prennent en compte d'autres critères. On peut poser des questions, par exemple, est-ce que vous avez souri la veille ? Est-ce que vous avez ressenti de la colère ? C'est très subjectif et c'est pas génial. Mais dans ces classements-là, la Finlande n'arrive pas du tout première, elle arrive plutôt 30e. Cela dit, la France, elle est toujours très en bas. En France, on n'est vraiment pas heureux, quoi. Moi, je ne vais pas me lancer dans une définition philosophique du bonheur, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout une définition politique, c'est-à-dire que c'est le sentiment de sécurité, de confiance envers les institutions. On sait que dans les pays nordiques, par exemple, toutes les positions politiques vont avec une très forte responsabilité. On attend des représentants politiques une forme d'éthique et de moralité très importante, et ils sont sanctionnés si ce n'est pas le cas. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi lié beaucoup moins aux revenus économiques, beaucoup moins à la richesse qu'à la situation de protection sociale. C'est-à-dire on se rend compte que les gens sont heureux selon la définition politique uniquement dans des pays où la protection sociale est maintenue, où il y a aussi une redistribution des richesses. Non, parce que là, la question, en fait, elle interroge justement la richesse. Donc, oui, mais elle répond sur la richesse. Non, en fait. parce que ça, c'est le. Le marketing l'appelle bonheur. Non, ça, c'est les détracteurs qui se ciblent là-dessus. Non, parce que les organisations internationales prennent. C'est comme la notion de PIB, de développement durable, etc. C'est qu'on ne prend pas seulement en compte le ressenti ou le. Non, c'est pas. Justement, en parlant de ressenti, Antoine Bueno, les Finlandais qui sont en tête de ce classement ne sont pas forcément obsédés par cette recherche du bonheur. Est-ce que c'est ça, au final, le secret ? Est-ce qu'on est malheureux parce qu'on est dans une quête absolue de ce bonheur ? En fait, ce qui nous trouble dans ce débat, c'est justement l'utilisation du mot bonheur. C'est un mot qui, à la fois, parle à tout le monde et qui veut en même temps pas dire grand-chose. Ce que ce classement essaye de mesurer, finalement, c'est l'optimisme national. C'est un classement subjectif. Chacun donne son propre ressenti. C'est pour ça que c'est quand même utile de savoir quel est le ressenti des uns et des autres. C'est la mesure quelque part du bien-être et de la satisfaction. Et là, je m'inscris un tout petit peu en faux, Géraldine, à vérifier. Mais moi, il ne me semble pas qu'il y ait une seule question. Il me semble qu'il y a plus à vérifier. Vous mélangez deux études différentes, me semble-t-il. C'est possible, mais moi, en tout cas, ce sur quoi j'ai travaillé, ça cible la santé, les revenus, la cohésion sociale et la sécurité. Quels seraient les bons critères, justement, pour mesurer le bonheur, si tant est que ça existe, ces critères, Jérôme Wessner, selon vous ? Ce n'est pas uniquement des critères matériels, donc, justement, non, c'est liés à la... évidemment pas seulement des critères matériels, sinon on serait très malheureux dans les pays très pauvres, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est effectivement des critères de sécurité, c'est des critères de confiance en soi-même et de confiance en l'avenir. C'est pour ça que très souvent, c'est sur les sentiments de colère, d'injustice, de non-reconnaissance qui peuvent être des indications. C'est aussi de la sécurité, effectivement, on l'a dit, mais elle n'est pas que matérielle, elle est aussi dans les possibilités offertes à vos enfants, par exemple. C'est vrai qu'il y a des biais nationaux. Il y a des peuples qui sont naturellement plus optimistes ou plus pessimistes que les autres. Et des biais subjectifs, bien sûr. C'est une question aussi de ressenti. Vous, par exemple, vous êtes heureux, bien sûr. Oui, absolument. Très heureux. Voilà, formidable. 8 sur 10. Un dessin de Coco. Et oui, en France, par exemple, ces nuages qui nous gâchent le bonheur, la politique, les réseaux sociaux, ces choses-là. Et un deuxième dessin, Coco. Au bout d'un moment, en Finlande, on s'ennuie quand même. On peut pas s'ennuyer. Merci Coco, faut bien s'occuper. Frédéric, votre duel de la semaine oppose le président américain à l'un de ses affidés qui l'accuse de mensonge. Oui, Renaud à ma gauche, Donald Trump, 79 ans, le président américain. À ma droite, Joe Kent, 45 ans, ancien militaire des forces spéciales américaines, ancien de la CIA. Il était depuis 1 an le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, nommé par un certain Donald Trump lui-même à l'époque. Joe Kent, c'est le premier haut responsable américain qui démissionne, qui claque la porte à cause de la guerre en Iran, en toute conscience. Je ne peux pas soutenir cette guerre. Voilà ce qu'il écrit dans sa lettre de démission, qu'il a d'ailleurs publiée sur les réseaux sociaux, visibilité maximale. Et lui qui était au cœur du renseignement américain va plus loin. Il lâche cette phrase explosive. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation. Une affirmation qui contredit l'argumentaire de Donald Trump. Le président américain assure, lui, qu'une attaque iranienne était allée avoir lieu contre les États-Unis. Joe Kent avance, lui, une
une autre explication. Il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain, écrit-il, ce qui lui a valu des accusations d'antisémitisme. Alors pourquoi cet ancien fidèle de Trump se risque-t-il à défier ainsi la Maison-Blanche? D'abord parce que c'est un homme déçu, Joe Kent. Il a cru, lui, il le dit dans une interview donnée hier, il a cru à la promesse de Donald Trump, celle de ne pas commencer de nouvelles guerres. But the No New Wars, put America first, don't let us bleed out in the Middle East. That's what people voted for. And I think that's something he could get us back to if he just takes a look and assesses how we got to where we are right now. Alors, le rejet des guerres américaines au Moyen-Orient, la raison en est aussi personnelle, quasiment intime pour Joe Kent, puisque son épouse, qui travaillait elle aussi pour l'armée américaine, a été tuée en 2019 en Syrie dans un attentat suicide de l'État islamique. Un épisode tragique que Donald Trump avait d'ailleurs évoqué il y a un an, quand il a annoncé la nomination de Joe Kent. Joe connaît le terrible prix du terrorisme. Évidemment, ces derniers jours, la tonalité n'est plus exactement la même dans la bouche du président américain. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. Voilà, et Joe Kent, qui avait été mis en cause par plusieurs médias pour des liens avec des personnalités d'extrême droite, des suprémacistes blancs, trouve ces derniers jours des soutiens assez étonnants dans la classe politique américaine. Les démocrates, l'opposition, qui à 8 mois des élections de demi-mandat, reprend et se saisit évidemment de cette démission spectaculaire du chef de l'antiterrorisme. He's speaking the truth. He knows that there was no imminent threat. It's a war of impulse and whim, not even a war of choice. But I will tell you, I think there'll be more resignations. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres démissions? Les regards se tournent vers la directrice du renseignement, Tulsi Gabbard. Elle aussi, ces dernières années, avait mis en garde contre de nouvelles guerres déclenchées à l'étranger par le pouvoir américain, tout comme le vice-président, J.D. Vance, isolationniste pur et dur, qui s'est fait assez discret, relativement discret depuis le début de cette guerre en Iran. Nesrin Slaoui, les voix critiques commencent à évoquer le spectre de la guerre en Irak en 2003, fondé sur un mensonge. Pour vous, il y a effectivement ce spectre-là qui commence à régner? Oui, bien sûr. Et puis, je repense aussi à toute la propagande américano-israélienne au début des attaques contre l'Iran qui parlait de guerre préventive. Ouais. Et c'est effectivement un mot qu'on avait beaucoup entendu en 2003 pour justifier l'attaque puis l'invasion de l'Irak. On a vu l'image de Colin Powell qui présente à l'ONU la petite fiole en parlant de risques imminents. Voilà. Des armes bactériologiques. Exactement. Et on est un peu sur les mêmes... Alors là pour l'Iran, c'était vraiment on sait que l'Iran essaie de se doter quand même d'un programme nucléaire. Oui. Oui, mais le concept de guerre préventive en droit international ne vaut rien, c'est illégal, on n'attaque pas. En préemptive, ce n'est pas la même chose. C'est la même idée. Non, pas du tout. Justement, c'est très différent. Non, la posture, c'est de dire on attaque parce qu'on considère qu'on va être attaqué plus tard, mais en droit international, ça ne vaut rien. Mais si. Non. Le concept de guerre préemptive. Non, mais sur quand même le mensonge que cet homme qui était bien placé au niveau du renseignement américain, simplement cet homme qui dit il n'y avait pas de menace imminente. Et le mot important, c'est évidemment imminent, puisque vous déclenchez en disant on va se faire attaquer. Là-dessus, selon vous, est-ce que c'est de nature à fragiliser le soutien dont bénéficie jusqu'ici majoritairement Donald Trump auprès des conservateurs? Je pense que la question, en fait, ce qui est passionnant dans ce débat, c'est les causes qu'avance Joe Kent. C'est qu'en fait, c'est pas vraiment le fait de la guerre. Il accuse Donald Trump d'avoir été le jouet des lobbies juifs israéliens. C'est un profil très particulier, comme Joe Kent. C'est un profil très particulier. C'est la frange isolationniste, furieusement antisémite et conspirationniste, MAGA, qui est en train de lâcher Trump sur ce sujet-là. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, vous savez, pour les États-Unis. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il est en train de se faire lâcher par le pire de l'extrême droite aux États-Unis. Sur le fond du dossier, il s'est leurré lui-même, en fait. Tous ces gens-là se sont leurrés eux-mêmes. Depuis toujours, Donald Trump a été très ferme sur l'Iran. Et qu'est-ce qu'il reprochait à l'Iran? Là, on parle que du programme nucléaire. Il a rompu l'accord, effectivement, en 2018 sur le nucléaire. Mais ce programme ne couvrait pas le programme balistique. Les sanctions allaient être levées à partir de 2025-2030. Et l'intention génocidaire de l'Iran vis-à-vis d'Israël n'a jamais varié. Il l'a répété tous les jours. On avait trouvé 408 kilos d'uranium enrichi à 60%. Et l'intention génocidaire était toujours là. Donc effectivement, on pourra dire est-ce que c'est imminent ou pas. Dans la tête de celui qui se sent menacé, c'est imminent. On le dira plus tard. Un dessin de Coco. Pas de menace imminente selon Kent, mais juste une envie pressante. Voilà.
Merci Coco. C'est l'heure maintenant de la une internationale, ou plutôt des unes internationales, en l'occurrence en Norvège, au Royaume-Uni, en Espagne, comme ailleurs en Europe. Toute la presse s'affole de l'envol des prix du pétrole et du gaz depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Le spectre d'une nouvelle crise énergétique durable plane. Le prix du gaz a par exemple bondi de 30% en France en quelques heures après que l'Iran a frappé le plus important site mondial au Qatar. Certains pays ont pris des mesures d'urgence en réduisant les taxes sur les carburants ou en plafonnant les prix pour l'heure. Le gouvernement français, lui, s'y refuse, mais devra-t-il se résoudre à intervenir pour baisser la facture des consommateurs si la crise dure, Antoine Bueno? Est-ce que le gouvernement devra passer à la caisse? À mon avis, c'est une question de quantité. C'est-à-dire que là, on a une flambée des prix, mais qui n'a pour l'instant rien à voir avec les sommets qui ont été atteints pendant la crise énergétique de 2022. Si ça continue de monter comme ça, il va y avoir un impératif politique. Et évidemment, en plus, on va entrer dans une période électorale particulièrement sensible en France, avec les présidentielles. Et on sait qu'une véritable crise qui frapperait les classes moyennes et les classes populaires sur le plan énergétique, parce que l'essence, ce sont ces publics-là qui sont d'abord ciblés, les agriculteurs aussi, parce que l'envolée du prix du gaz, ça détermine les engrais, donc c'est l'ensemble de ces professions qui sont touchées. Probablement que si ça continue comme ça, il y aura des mesures qui seront prises et c'est un vrai problème. Géraldine Wössner, en Espagne, 5 milliards d'euros débloqués, 80 mesures par le gouvernement, dont des baisses de taxes sur l'essence. Ça fait toujours débat, effectivement, y compris auprès des écologistes. C'est une bonne mesure pour vous? Antoine a raison. En tout cas, ça va venir dans le débat dès le lendemain des élections municipales, parce qu'on va rentrer en campagne. Certains ont calculé déjà que ces hausses des prix, ça va coûter plus de 20 milliards aux ménages, aux entreprises en pouvoir d'achat. Comment le restituer quand on a un État qui est complètement désargenté et qui ne peut plus se permettre de distribuer des chèques énergie à tout le monde? C'est pour ça que le conflit, aujourd'hui on parle d'enlisement, ça fait que 3 semaines qu'il a été déclenché ce conflit, mais si ça va au-delà 6, 8, 10 semaines, il va y avoir un problème politique dans tous les pays. Et subventionner des énergies fossiles, avec en ligne de mire la transition environnementale, c'est quand même un véritable problème. Justement. Nesrine Slaoui, justement, est-ce qu'il faut que ça incite l'Europe à vouloir sortir encore plus des énergies fossiles? Totalement, mais le problème, c'est que la France est particulièrement dépendante sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'on a des formes de fluctuations. On a déjà eu des hausses des prix après la guerre en Ukraine depuis 2022. Donc en fait, j'ai l'impression que les Français, c'est à double tranchant. C'est soit ça devient un vrai sujet d'opinion publique et justement avec une pression sur les gouvernements, soit il va y avoir aussi une forme de lassitude des Français parce que l'inflation est permanente sur ces sujets-là. Donc on ne sait jamais à quel moment ça va être suffisamment grave pour qu'il y ait mobilisation sociale, pour qu'il y ait dans le débat public cette question qui soit posée. Et il y a des moments où il y a une forme de lassitude en disant, en fait, ça fait depuis 2022 qu'on connaît ces hausses de prix de manière fluctuante. Et on a vu aussi que le mouvement des Gilets jaunes qui s'était structuré sur cette question-là s'est vite dissous, malheureusement, faute de réponse politique. Un dessin de Coco. L'autre drame de la guerre, la famine, car on ne peut plus nourrir ces voitures qui ont soif d'essence. Merci Coco. Frédéric, autre dossier de la semaine. Après une semaine de discussion, de fusion, d'effusion, le second tour des élections municipales, c'est dimanche. Et silence pour tous les candidats dans moins de 4 heures, fin de la campagne électorale ce soir à minuit. Un silence qui tranchera avec les éclats de voix et la tension qui a lieu toute cette semaine d'entre-deux tours. Controverses sur les alliances, sur les programmes, sur les personnalités. Controverses qui ont d'ailleurs plutôt eu un effet mobilisateur par endroits, comme le relevait le politiste Martial Foucault, ici même ce lundi soir. La participation a augmenté dans les très grandes métropoles. Les jeunes ? Les jeunes, l'offre électorale, et donc dans ces grandes métropoles où il y a un enjeu très politisé, il y a vraiment des conflits idéologiques sur une vision de la ville, eh bien ça peut permettre une remobilisation des électeurs. Remobilisation sur ce dernier grand scrutin avant la présidentielle de l'an prochain. Ce dimanche, au soir du second tour des municipales, tous les partis vont compter leurs forces. Géraldine Wössner, pour vous, quel est le parti qui a le plus à perdre avec ce deuxième tour ? Le Parti socialiste a quand même beaucoup à perdre. Ça va être très symbolique s'il n'arrive pas à conserver la ville de Paris. Il faut aussi qu'il montre dans certaines villes symboles, Marseille, Paris, qu'il peut gagner sans les voix insoumises, même si les insoumis qui apparaissent comme gagnants souvent dans le débat médiatique le sont pas tant que ça, parce qu'en réalité, ils étaient déjà présents que dans 240 villes à peu près, et ils ne font des scores supérieurs à 20 que dans 3 villes. Il n'empêche que symboliquement, pour le Parti socialiste, oui, c'est une journée importante. Antoine Bueno, vous partagez ce diagnostic. C'est d'abord le Parti socialiste qui a le plus à perdre dimanche.
Alors, en fait, probablement, mais c'est tous les partis qui ne sont pas les partis extrêmes qui ont à perdre parce que ce sont des partis qui sont implantés. Alors, quand on parle de perdre... des positions à défendre. Voilà. Oui. Alors, ça dépend si votre question, ça concerne le local et ou aussi le national, parce qu'il y a d'autres enjeux nationaux avec ces municipales. Il y en a deux. Il y a les sénatoriales, et du point de vue du RN, c'est quand même quelque chose, on y reviendra peut-être, qui compte. Parce que les élus municipaux, pour certains d'entre eux, votent pour les sénateurs ensuite. Voilà, il faut expliquer effectivement que ces élections municipales, elles déterminent la composition du Sénat. Et par exemple, avant ces municipales, on parlait beaucoup de quelque chose d'historique, c'est-à-dire de la constitution d'un groupe RN au Sénat, et visiblement, avec ce qui s'est passé déjà au premier tour et avec les résultats, il y aurait potentiellement ce groupe RN qui apparaîtrait au Sénat. Donc c'est vraiment toutes les forces, sauf LFI et RN, qui avaient le plus à perdre, et les deux autres, LFI et RN, le plus à gagner. Nesrine Slaoui, on a beaucoup parlé des alliances à gauche pendant cet entre-deux-tours dans un grand nombre de villes. Est-ce que ça, stratégiquement, c'est un sujet, justement, selon les résultats du second tour, qui peut modifier la stratégie de la gauche d'ici 2027, des candidats socialistes à Paris, Marseille, Montpellier, Rouen ou ailleurs qui se présentent sans alliance avec les Insoumis, et puis d'autres, à Toulouse, Brest, Avignon, etc., Clermont-Ferrand, où il y a des alliances à gauche, Lyon aussi. Est-ce que, selon le résultat de l'une ou de l'autre de ces stratégies, ça va jouer en 2027 ? Ça va jouer, et ça joue déjà dans le vocabulaire. On parle de fusion technique désormais, on ne parle plus de barrage républicain. C'est-à-dire qu'avant, la gauche disait on va s'allier, les partis de gauche disaient on s'allie sur un socle commun pour faire face à l'extrême droite. Aujourd'hui, alors c'est un peu une forme de transparence vis-à-vis de l'électorat. Ils disent on n'est pas d'accord, on va jouer l'alliance des listes pour mieux se disputer. Si on gagne, on se disputera pour gouverner la ville. Mais c'est beaucoup plus transparent vis-à-vis de l'électorat. Alors après, moi je suis un peu moins d'accord sur le fait que le grand perdant ce soit le LFI ou le RN. Moi, le grand perdant, c'est le macronisme, c'est quand même assez évident. Pour LFI, quand on compare avec les résultats du PS, LFI est plutôt un parti jeune qui a gagné plusieurs mairies à Saint-Denis. On a vu d'ailleurs tout le débat raciste que ça a provoqué. On n'a pas dit que c'était les grands perdants. Non, mais je vous disais ceux qui risquent, au contraire, c'est pas LFI et le RN. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Et après, malgré tout, la percée du RN, elle est quand même à minimiser dans le sens où ce n'est pas ce qu'on avait espéré, ou en tout cas ce qu'eux-mêmes avaient espéré. Et pour terminer là-dessus, c'est intéressant parce que la stratégie de RN a été pendant des années de se présenter comme anti-système. Nous sommes contre les partis traditionnels. Là, Bardella a tendu la main à LR et à plusieurs listes de droite, et il s'est fait littéralement refuser dans cette dynamique-là. Et on voit qu'à l'inverse, LFI, qui était présenté comme ostracisé médiatiquement, où plusieurs éditorialistes avaient dit qu'il n'allait pas gagner à cause de nombreux polémiques médiatiques, etc. Le Parti socialiste lui-même avait dénoncé les propos antisémites et complotistes. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas les journalistes, c'est le Parti socialiste, Olivier Faure, qui avait dénoncé l'antisémitisme. Mais on se rend compte que fondamentalement, c'est pour ça que je viens là-dessus, c'est que le RN a une stratégie de s'insérer dans le système et d'être un parti normalisé. LFI a une stratégie totalement différente, parce que justement, c'est de dire aujourd'hui, nous sommes le parti anti-système, et on voit bien que électoralement parlant, ça marche dans certaines villes. Géraldine Bosner, je voyais vous réagir tout à l'heure. Pour vous, ces élections, est-ce que c'est l'illustration de la dissolution au final du bloc macroniste ? Complètement. Mais là, on est exactement dans la ligne de ce qu'on voit depuis 2022 en réalité. Là, ce qui se passe entre LFI et le Parti socialiste ne devrait être une surprise pour personne. En 2022, le Parti socialiste a signé le programme de la NUPES qui était rédigé par la France insoumise. Il l'a complètement adopté, et finalement, les électeurs ils poursuivent sur ce programme-là. Donc c'est Front populaire. Alors, évidemment, aussi, le PS reste très implanté localement dans un très grand nombre de villes, donc ça prendra du temps, mais ça envoie clairement un message net pour les élections nationales qui vont suivre. Le PS aura énormément de mal à survivre sans la France insoumise. Il y a la même chose finalement entre le RN et les Républicains qui sont complètement éclatés là dans leur stratégie. Certains vont soutenir Estrosi, d'autres Ciotti. Ils savent plus où ils habitent. Les alliances à gauche, on en a beaucoup parlé, n'est-ce pas Coco ? Tout à fait. Je rejoins Géraldine après les mains tendues, les nez bouchés entre PS et LFI. Et puis l'enjeu à Paris. Et puis l'enjeu à Paris, dernier jour pour la tournée de Dati les Boueuses qui trouve 2 soutiens d'extrême droite de poids. Merci Coco. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Ce soir, c'est l'identité d'une star de l'art urbain, enfin dévoilée. Enfin, ça y est,
On sait qui c'est Banksy? Oui, Et c'est qui ce qu'a Banksy annoncé. Ah ben vous allez voir, c'est ce qu'a annoncé l'agence de presse, en tout cas Reuters. Banksy, c'est, attention, donc la petite fille au ballon, ça ne vous apprend rien, le lanceur de fleurs, ou encore Mona Lisa Bazooka. Mais Banksy s'appellerait en fait Robin Gunningham. Il serait né à Bristol dans les années 70 et ressemblerait à ça. Voilà. Un monsieur comme tout le monde. Alors ce nom, il avait déjà été évoqué il y a des années, mais Reuters indique que cette enquête fouillée permet cette fois-ci de l'affirmer. Alors de son côté, l'artiste, il n'a rien confirmé, mais il faut savoir que son avocat a demandé la non-publication de l'enquête. Reuters a refusé au nom de l'influence politique et sociale de Banksy. Alors, dévoiler son identité, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, sur les réseaux sociaux, une grande majorité des internautes sont choqués. Nous devrions tous respecter sa volonté d'anonymat. Pourquoi vouloir faire la seule chose qu'il ne voulait pas? Reuters, vous avez perdu mon respect, peut-on lire. C'est tout simplement méchant, vous auriez dû laisser le mystère, ou encore, on ne voulait tout simplement pas savoir qui il était. Alors, c'est vrai que son anonymat, ça faisait quand même entièrement partie de sa manière de travailler. Ces dernières années, ça lui a quand même permis de se rendre incognito dans des zones tendues. C'est le cas de l'Ukraine ou de Gaza, par exemple, et ça sans être arrêté. Autre intérêt, eh bien, c'est d'effacer l'artiste pour laisser justement l'œuvre exister pleinement. C'est d'ailleurs ce que soulignent certaines personnes sur TikTok. C'est un artiste, à quoi ça sert de savoir qui il est ou à quoi il ressemble, nous dit-on. Sauf que derrière cet anonymat, vous vous en doutez, il y a évidemment une affaire de gros sous, car au fil des années, eh bien, ce mystère n'a fait qu'amplifier la cote de Banksy. Depuis 2015, la vente de ses œuvres aurait généré près de 250 millions d'euros. Et forcément, Renaud, ça fait des jaloux. Alors certains, du coup, se réjouissent de la fin de l'impunité qui lui est accordée. Selon eux, on l'a qualifié d'artiste de rue, alors que c'est un vandale sans talent. Espérons qu'il sera traduit en justice. Il y en a qui vont quand même assez fort. Rude, ça, oui. Ouais. Il va payer enfin ses impôts, nous dit un autre qui est un petit peu plus amer. Et du côté du monde de l'art, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, pour la revue d'art contemporain Art Review, cette révélation va faire un peu d'espace aux autres artistes. On dirait que Banksy a finalement été démasqué. Bien. Maintenant, on va pouvoir arrêter de parler de lui, dit-elle sur Threads. Alors certains internautes, de leur côté, sont quand même assez inquiets. Qu'advient-il de l'œuvre, nous dit-on? Quelle est sa valeur? L'anonymat n'était pas seulement la marque de fabrique de Banksy, nous dit cet internaute, c'était aussi son produit. Antoine Bueno, est-ce que vous comprenez cette révélation de la part de Reuters? Est-ce qu'elle était vraiment utile? Non. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire que... Non, ah bah oui, non. Moi je suis très banal comme personne, je suis comme les internautes, je suis totalement d'accord avec eux. Je comprends pas en fait. En l'occurrence, c'est des journalistes qui font leur travail, non? Oui, d'accord, mais on peut faire son travail sur une infinité de sujets. Est-ce que les ressources du journalisme, elles sont quand même pas illimitées? Vous connaissez ça mieux que personne. Est-ce que ces ressources-là, ces enquêtes qui durent depuis des années et des années pour vraiment lever l'anonymat d'un artiste qui souhaitait juste continuer de pouvoir produire? Oui, non, vraiment, je vois absolument pas l'intérêt d'avoir fait ça. Voilà. Nesrine Saoui, vous partagez ce point de vue? Moi, je suis assez mitigée pour la première fois. Je n'ai pas d'avis vraiment tranché. Je comprends en fait la volonté de savoir qui il était parce qu'il y avait vraiment des millions en jeu et on ne savait pas à qui ils étaient versés. Et je comprends aussi l'aspect artistique, c'est-à-dire de quand même concevoir que le street art, c'est un art subversif. C'est un art, justement, où on n'est pas censé être autant adulé, autant applaudi. Et je pense qu'il y a des formes de ressentiment pour d'autres street artistes qui ont été un peu effacés dans cette subversion et qui lui reprochent, parce que c'est intéressant, ce que ça a soulevé, c'est aussi, il n'est pas si disruptif que ça, il ne va pas suffisamment loin. Ça, c'est pas mon jugement personnel, mais ça pose des questions, finalement, sur l'art. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça doit être forcément anonyme, invisible et sous-financé, ou est-ce que ça peut être aussi grandiose de cette manière-là? Donc ça, c'est les questions qui se posent. Et pour juste être en défaveur de la révélation, comme ça je donne mes deux arguments, je trouve que du coup ça lui enlève une protection, justement quand il allait dans les zones de conflit, et ça va lui sûrement restreindre sa liberté d'expression artistique. Mais Géraldine Wessner, on peut réagir en fan ou en non-fan de Banksy, mais en tant que journaliste, est-ce qu'on peut reprocher à des journalistes de révéler une information, même si elle déplaît au principal intéressé, mais les journalistes passent leur temps à révéler les informations qui déplaisent C'est un scoop extraordinaire. Et d'ailleurs, vous parliez en 2008, c'était le Daily Mail qui avait déjà sorti son nom, mais leur enquête n'était pas assez solide, ça n'avait pas pris, et finalement, tous l'écosystème autour de Banksy avaient réussi
à tuer le truc, en fait. Donc là, ils apportent une enquête qui est solide. Je veux quand même vous rassurer sur un point. Il est effectivement très riche. Il travaille depuis 2008, en fait, sous un autre nom, sous un faux nom. Donc je ne suis pas certaine que sa sécurité sur zone soit vraiment menacée. Maintenant, je suis comme Nasrine. Honnêtement, sur le fond, je suis très partagée. Je n'ai pas vraiment d'avis. Pardon, le rôle des journalistes, en une seconde, c'est pas de tout dire, c'est pas de tout révéler, c'est de choisir. Bien sûr. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'acheter tous les procédés marketing. Mais les journalistes révèlent souvent des informations qui ne plaisent pas aux gens sur lesquels concernent. Mais en l'occurrence... C'est un procédé marketing. C'est l'utilité de cette révélation, de cette information pour le public. Je vous propose qu'on se mette d'accord autour d'un dessin de Coco. Un dessin de Coco. Laissez parler la jeune fille au ballon. Vous avez tout gâché, Reuters. Est-ce que vous êtes bien Coco? Un deuxième dessin. Et cette cape d'invisibilité de Banksy fait bien des jaloux, je dois vous le dire. Merci Coco. Alors nous allons enchaîner avec les photos que vous avez choisies les uns et les autres qui évoquent un autre sujet d'actualité que vous vouliez évoquer ce soir dans l'émission. On va commencer avec votre photo, Antoine Bueno. Vous nous emmenez au Congo-Brazzaville avec une nouvelle réélection de Sassou Nguesso. Voilà, Denis Sassou Nguesso, ça fait rêver, plus d'un politique. C'est son 5e mandat, réélection. Il a été élu, vous savez quel score ? 95% des voix. Est-ce qu'on a une nouvelle des 5 autres pourcents qui n'ont pas voté pour lui? Je n'aimerais pas être à leur place. Il a 82 ans. Et moi, ce que je voulais juste rappeler, c'est que ce pays, donc la République du Congo, c'est une pétrodictature. C'est-à-dire que ce système, ce dictateur, tienne sur la vente du pétrole. C'est 90% des exportations du pays, le pétrole, 50% de ses revenus. Et c'est un autre aspect de la transition environnementale, c'est-à-dire que sortir des fossiles, faire cette transition vers l'électrique, ça a aussi une dimension politique et géopolitique parce que le pétrole alimente beaucoup de régimes de cette nature, de régimes douteux. Merci Antoine. On va enchaîner avec votre photo, Nesrine Slaoui. Vous nous emmenez en Afghanistan où un hôpital a été bombardé par le Pakistan et ce bombardement a fait à peu près 400 victimes. Exactement, et c'est un conflit dont on parle peu, celui entre le Pakistan et l'Afghanistan, en tout cas en France, pourtant il déstabilise très profondément la région. La photo qu'on voit, donc, c'est les funérailles des victimes de l'hôpital donc, à Kaboul suite à un bombardement pakistanais. Alors le ministre taliban a effectivement parlé d'une vengeance qui va pas tarder à arriver donc, sur le Pakistan, mais une vengeance, si je peux me permettre, qui est sur pause, puisqu'ils ont décidé une trêve entre jeudi et lundi, trêve pour la fin du Ramadan et parce qu'aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd célébrée par des millions de musulmans, mais il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait une escalade du conflit à partir de lundi. Pour le résumer rapidement, parce que c'est vraiment des enjeux extrêmement compliqués, le Pakistan reproche à l'Afghanistan d'héberger le TTP, donc le groupe des talibans pakistanais, et de l'autre côté, l'Afghanistan reproche au Pakistan de soutenir des groupes armés dissidents au régime et donc de faire de l'ingérence. Voilà, c'est un conflit qui n'est pas prêt de se terminer. Merci Nesrine Slaoui. On finit avec votre photo, Jérôme Wessner. Les Oscars qui ont en particulier couronné un film, une bataille après l'autre. Alors, déjà un mot pour me réjouir, parce que je trouve qu'effectivement c'est un film extraordinaire, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment. Thomas Anderson, le réalisateur, a raflé quand même 6 statuettes, le meilleure adaptation, meilleur acteur, meilleur film. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un film excessivement politique dans lequel, il n'en parle pas dans toutes ses interviews, mais dans lequel finalement chacun prend des coups. Et si vous voulez, la droite américaine est laminée dans ce film, mais elle sera réconfortée parce que la gauche woke l'est tout autant, et inversement. Et finalement, c'est un film très politique qui donne aussi un message à la jeunesse qui elle-même ne sort pas grandie de ce film, puisqu'elle est montrée comme lâche dans le chaos du monde. Et je pense que c'est un film qui fera date pour les générations qui suivent. Merci Géraldine. Un dessin de Coco qui a trait à la photo choisie par Nesrine Slaoui. Pakistan-Afghanistan, la trêve pour le Ramadan, c'est pas gagné. Merci Coco. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, comédien, mime, metteur en scène. Joël Chalude incarne dans son dernier spectacle Les Petites Cases, l'histoire donc d'un ouvrier qui se heurte à l'absurdité de la bureaucratie. Bonsoir, bienvenue. La particularité de ce personnage d'ouvrier dans votre spectacle, c'est qu'il est sourd et il cherche à obtenir une reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Oui. Ça donne un récit kafkaïen avec des situations absurdes. Et vous-même, Joël Chalude, vous êtes vous-même malentendant
Est-ce que cette situation qui est représentée dans votre spectacle, eh bien, est-ce que c'est une histoire vécue? Je peux vous dire d'emblée que c'est une histoire vécue, effectivement, bien évidemment adaptée à la pratique théâtrale, parce qu'autrement les gens, le public s'ennuierait passablement. Tant il est vrai aussi que la réalité peut être assez pittoresque. Et c'est vrai que tout est parti d'une histoire vraie. J'avais besoin de cette reconnaissance de travailleurs handicapés pour avoir un certain nombre d'avantages que vous connaissez peut-être, en particulier une réduction des charges sociales pour mon employeur. Donc, je me suis rendu à une MDPH, Maison des personnes handicapées, et là, j'ai eu la surprise de me retrouver confronté à un psychiatre, alors que je n'avais pour toute... Il n'y avait aucune raison qu'un psychiatre vous interroge pour obtenir... Voilà. Alors, on le retrouve d'ailleurs, ce psychiatre. On retrouve aussi un psychiatre dans votre spectacle. Tout de suite, je vous propose, Joël Chalut, de voir un extrait des Petites Cases. Les Petites Cases, c'est au théâtre, au studio Hébertot, à Paris, jusqu'au 12 avril. Bienvenue à la mission d'évaluation des travailleurs en situation de handicap. Vous êtes monsieur Zoldowski. Dossier référence XBZ43. Nous n'avons plus réception de votre formulaire unique de demande, sertoir 13788801. Excusez-moi, je lis sur les lèvres. Ce café. Pas trop tôt. Voilà, vous parliez de scènes pittoresques, mais c'est aussi des scènes violentes pour celui qui les vit, j'imagine. De toute façon, le spectacle porte en lui-même sa part de violence qui n'est jamais que le reflet de la société. Pour être précis, il ne s'agit pas d'un spectacle qui porte sur la problématique de la surdité, bien au contraire. La surdité n'est que le prétexte à une problématique plus générale, celle de l'incapacité du genre humain à communiquer. Alors, Joël Chalut, vous pratiquez plein d'arts, je confirme, j'ai eu cette information, c'est bien vous. Vous pratiquez le mime aussi, oui, et puis vous avez aussi fait des spectacles, carrément des spectacles en langue des signes. On peut faire des spectacles en langue des signes. Il y en a donc un de vos anciens spectacles dont on va voir un extrait dans un instant. Également. Ça s'intitule, si je ne me trompe pas, le titre de votre spectacle, « Je suis sourd, je chante et je vous emmerde ». On regarde ça tout de suite. Au suivant. Au suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant. Au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant. Il est bon, hein. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il gagne à être connu. Impressionné. Joël Chalut, on le voit, avec la langue des signes, on peut faire plein de choses. On peut faire un spectacle comme celui-ci. Je suis sourd, je chante et je vous emmerde. Et on peut faire aussi ce que vous avez fait aussi dans votre carrière. Vous avez écrit un dictionnaire. Un dictionnaire, il y a une vingtaine d'années, je crois, un livre qui s'intitule Gros signes. Et c'est un livre d'insultes en langue des signes. C'est ça. Vous me faites peur, vous avez un côté sur moi. On s'est renseigné, on vous suit depuis un certain temps, on s'est beaucoup renseigné. Est-ce que vous pourriez me faire le plaisir de m'insulter en langue des signes? Quel signe voudrez-vous? Non, mais quelle insulte vous voulez? Je vous laisse choisir. C'est quoi les insultes en langue des signes? Alors, déjà pour commencer, je suis venu très tard à la langue des signes, vers l'âge de 30 ans. Jusque-là, je vous précise, à moins que vous ne le sachiez déjà, c'est que la langue des signes a été longtemps prohibée, n'est-ce pas? On est parti d'un postulat erroné, celui d'Aristote, le logos, qui consistait à considérer que le logos signifie à la fois pensée et parole. Ce qui revient à dire que vous ne pouvez pas développer une pensée si vous n'accédez pas à une parole. On n'a pas compris que la langue des signes est une parole en soi. C'est différent, c'est qu'on ne s'entend pas. Alors, voilà. Alors, pour ce qui est de la langue des signes, déjà, je peux commencer par vous dire bonjour. Oui. Hein?
Ça va bien. Merci, merci. Non, là, vous avez signé vomir. Excusez-moi, je la maîtrise pas encore. Je peux concevoir que je suscite cette réaction. Non, je compte sur votre aide pour justement l'apprendre. En tout cas, merci beaucoup. Merci Joël Chalut d'être passé ce soir par le plateau du Club de 28. Il faut aller voir donc Les Petites Cases au studio Héberto à Paris jusqu'au 12 avril. Merci à vous. Et regardez, il y a même 2 dessins de Coco. Monsieur Chalut, visiblement c'est votre mère pianiste qui vous a rendu sourd, ça c'est vous qui l'avez dit. Et les joies de la bureaucratie, à ce compte-là, on devient vraiment tous sourds à mon avis. Merci Coco, c'est maintenant l'heure de retrouver notre ami David Castello-Lopez en vrai sur le plateau. Bienvenue David. Chaque semaine, David, vous nous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur et vous en parlez à votre façon. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Attention, vous avez un chat sur l'épaule, David. Ce soir, vous allez nous parler des franchises. Oui, Renaud, imaginez que vous créez un magasin de chouquettes. Vous avez une recette bio, bien à vous. Vos chouquettes sont à la fois aériennes et onctueuses. Et mieux, vous proposez une ligne de chouquettes revisitée avec des parfums à la mode, matcha, umami, jus d'épeautre. Vous appelez votre boutique Les Délicieuses avec un Y à cause de Renaud Dely. Ultimate Chouquettes, vos chouquettes régressives et éco-respectueuses. Et ça cartonne. On Instagramme vos chouquettes. Il y a des files d'attente interminables devant votre boutique. Libération vous a consacré son portrait de dernière page. Renaud Dely, le Taylor Swift de la pâte à choux. Le problème, c'est que votre boutique fait 15 mètres carrés et la quantité de chouquettes que vous pouvez vendre est donc limitée. Or, vous aimez beaucoup l'argent et donc vous vous dites comment passer à la vitesse supérieure. Eh bien là, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de faire une succursale, c'est-à-dire une autre boutique. Vous empruntez de l'argent, vous prenez des risques, vous trouvez des locaux, etc. La seconde option, c'est de vendre votre cool à quelqu'un d'autre. Vous dites par exemple à Michel, « Michel, je te vends le droit d'ouvrir une boutique délicieuse Ultimate Chouquette. Ensuite, je te dis exactement comment tu dois faire les chouquettes. Tu les vends. Et chaque année, tu me donnes une partie de tes revenus pour rémunérer mon cool dont je te fais profiter. Et c'est tout bénef pour tout le monde. Pour vous, Renaud, c'est une rente, pas besoin de prendre des risques, pas besoin d'investir. Et pour Michel, c'est une garantie de pouvoir vendre au moins un certain nombre de chouquettes. Eh bien, ce que je viens de décrire, on appelle ça une franchise. Ces franchises modernes, elles sont nées aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. McDonald's, c'est l'exemple le plus connu, mais en France, il a fallu attendre les années 70-80 pour qu'on assiste à ce qu'on a appelé dans le milieu le boom des franchises. Et c'est à cette époque qu'a été créé le fameux salon des franchises de la Porte de Versailles, salon auquel je me suis rendu la semaine dernière pour connaître un petit peu l'actualité de la franchise. Alors bien sûr, dans ce salon, on remarque en premier lieu les franchises que l'on connaît tous, Casino, 5 à sec, Jeff de Bruges, Guy Hockey, Mobalpa, Brioche Dorée, mais ensuite, j'ai vu des acteurs économiques qui ne sont pas des franchisés et qu'on s'attend pas forcément à voir, et notamment des avocats. Il y a par exemple ces 2 dames qui m'ont expliqué que, oui, il y a souvent des contentieux dans le domaine de la franchise. Imaginez par exemple, Renaud, que votre franchisé Michel vende sous votre nom des chouquettes dont la farine n'est pas éco-sourcée. Eh bien, vous pouvez appeler ces dames pour lui faire un procès. Mais la chose vraiment étonnante de ce salon, c'est que j'ai découvert que l'univers de la franchise touchait des domaines auxquels on ne s'attend pas. Par exemple, si le cœur vous en dit, vous pouvez aujourd'hui créer une franchise de débosselage sans peinture grâce à Expert Impact. Alors vous allez me poser la question, c'est quoi le débosselage sans peinture, hein, parce que vous êtes C'est quoi le débosselage sans peinture? Bravo. Eh bien, imaginez que vous avez des petits impacts sur le capot de votre voiture, comme ça, à cause, je sais pas, la grêle. Ces impacts, figurez-vous, peuvent être résorbés à la main avec savoir-faire et patience. Regardez-moi ça, c'est ça le débosselage sans peinture. Si ça ne vous donne pas envie d'ouvrir une franchise, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vous avez aussi ces messieurs italiens qui font des pompes, des squats et des burpees dans les allées du salon et qui vous proposent de créer une franchise de cours de gym avec une pub en réalité virtuelle assez impressionnante que je ne peux pas vous montrer malheureusement. Mais ma franchise préférée de très loin, elle a été créée
créée par ce monsieur qui s'appelle Baptiste Girardet. Elle s'appelle Horizon après vie et elle propose de nettoyer, moyennant 2-3 000 euros, les endroits où vos amis ou les membres de votre famille sont décédés. D'où son slogan, que je trouve excellent, « La mort, ça laisse des traces et pas que dans les cœurs ». On l'écoute. On intervient vraiment avant que la famille repénètre dans les lieux pour gommer, effacer toutes les traces laissées par le défunt. Les liquides biologiques et puis toute l'invasion des insectes nécrophages qui vont venir se nourrir de la dépouille. Voilà. Donc Renaud, si ça ne marche pas dans les chouquettes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je ça marche pour effacer les empreintes et tout ça aussi. Tout à fait. Oui, d'accord. Voilà, okay. Et je vous ai, voilà, votre ultimate chouquette, je vous l'ai fait imprimer, comme ça vous pouvez l'encadrer, le mettre chez vous. Vous êtes sympa. Bah, écoutez, vous m'avez donné en tout cas de bonnes idées pour arrondir mes fins de mois. Hein, parce que vous savez bien qu'ici, c'est pas, voilà, c'est pas tous les jours la fête. Hein. Merci David. Un dessin de Coco. Bah oui, bah écoutez, on les aime vos chouquettes. Oh là là là. Merci Coco. Bah voilà, on a déjà l'enseigne. Merci à tous pour votre aide. Merci à tous les amis. On se retrouve quand demain à la même heure, 20h05 ou ça sur Arte pour 28 minutes samedi, son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique. Avec un clin d'œil à votre chronique, David, justement, vous nous avez éclairé à l'instant sur le monde des franchises et donc des entreprises. J'en connais une qui ne connaît pas la crise d'entreprise, c'est celle de Bashung, évidemment. Tchuss. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper, palper la...